Bonjour, selon la zone géographique où vous vous trouvez, mon nom est Henri Désiré Nzouzi. Je suis le vice-président de l'African Diaspora Network in Europe, qui est une organisation fêtière de la diaspora africaine qui promeut un dialogue permanent avec les pouvoirs publics européens et locaux en vue d'impliquer les diasporas africaines dans le processus de développement du continent. Ce soir, nous allons avoir le grand plaisir de décortiquer l'actualité liée, vous vous en doutez, à la crise du Covid-19. Cela fait maintenant plusieurs mois, plusieurs semaines que le monde est confronté à cette crise multidimensionnelle qui affecte tous les continents et qui nous interpelle sur l'acuité de cette crise et la manière la plus efficace que nous pourrons en sortir. Comment faire pour résoudre ce problème? Quelles seront les conséquences et l'impact à la fois commercial mais économique au niveau mondial, autant de défis qu'il nous faudra relever. Ce soir, donc, j'ai le grand plaisir d'accueillir un invité très spécial qui nous fait l'honneur de nous accorder quelques minutes de son temps précieux, j'imagine. Il va pendant 40 minutes ici même, eh bien, répondre à mes questions et peut-être à certaines d'entre vous qui pourront être évidemment intéressées. J'ai donc le grand plaisir d'accueillir ici sur le plateau de EDNI Weekly Live, eh bien, le professeur Faustin Luanga Mukela, que l'on ne présente plus. Il est chef de la division Asie-Pacifique à l'Organisation mondiale du commerce à Genève. Il est docteur en économie, formé à l'université de Nagoya au Japon. Il est également connu pour être l'un des trois finalistes pour le poste de secrétaire général de la zone de libre-échange continentale qui a été lancé par l'Union africaine et dont le poste a été pourvu il y a de cela quelques mois, le poste revenant donc à l'Afrique du Sud. Je pars sous le contrôle du docteur Faustin Luanga. Docteur Faustin Luanga, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Harry, je vais très bien. Écoutez, c'est un privilège pour nous de vous accueillir ici ce soir. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, en vous présentant. Vous êtes donc le chef de la division Asie-Pacifique à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Pour ceux qui ne sont pas familiers en fait de cette organisation, peut-être en quelques mots, comment pourriez-vous nous la décrire, outre le fait qu'elle s'occupe du commerce mondial? L'Organisation mondiale du commerce, c'est une vieille organisation, quoique classée parmi les jeunes organisations, parce qu'elle a été officiellement créée à 95 lors des accords de Marrakech, mais sa prédécesseur, c'est l'organisation, c'était l'accord général sur le commerce et les tarifs, qui était le troisième volet des institutions de Bretton Woods, à part la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. L'OMC, qui a été créé, devait s'occuper de toute la réglementation, c'est-à-dire les règles sur les échanges entre pays. Et c'est faciliter les échanges, réduire tous les obstacles aux échanges. Voilà les règles, la règle principale de l'OMC. Et cela se passe par des négociations au niveau de Genève. Nous avons 164 pays membres et à travers le monde, toutes les grandes puissances, et ces 164 pays membres représentent à peu près 88% des échanges du monde entier. L'actuel directeur général est le Brésilien Roberto Azevedo, qui est à son deuxième mandat. Je Alors, travaille à l'Organisation mondiale du commerce depuis bientôt 25 ans. Alors précisément, je l'ai indiqué en introduction, en vous présentant, nous allons nous interroger au fond sur à la fois l'impact et les conséquences de la crise du coronavirus sur le commerce et l'économie mondiale, autant de défis qu'il nous faut relever aujourd'hui. On sait revenir un peu à l'actualité avec évidemment ce bilan extrêmement, je dirais, préoccupant, hein, à chaque jour, qui, je dirais, son lot de âmes, que nous sommes aujourd'hui à plus de 2 millions de personnes infectées, mais nous sommes à environ
000 personnes qui sont décédées aux États-Unis, en sachant par ailleurs que sur les 130 000 personnes qui sont décédées dans le monde, eh bien, plus des 3/4 sont décédées sur le continent européen. Aujourd'hui, on le voit, la plupart des États, ceux qui sont, je dirais, en première ligne par rapport à la lutte contre cette pandémie, eh bien, essayent de trouver les moyens les plus efficaces pour l'enrayer rapidement à cause, malheureusement, je dirais, des conséquences que l'on a déjà, malheureusement, ici, constaté ou à tout le moins enregistré. Le Covid-19, mieux connu sous le nom de coronavirus, a donc fait à ce jour plus de 130 000 morts dans le monde. L'Afrique, le continent, le berceau de l'humanité, pour l'instant semble épargné vu le faible nombre de victimes, puisque nous sommes à un peu plus de 16 000 cas pour un peu moins de 1000 décès. Pourtant, une campagne média depuis quelques semaines, eh bien, lancé probablement par des esprits chagrins, insiste sur le risque de propagation virulente du coronavirus sur le continent, alarmant donc l'opinion publique internationale mais aussi africaine sur le risque d'une hécatombe. Professeur Faustin Lwanga, est-ce que vous partagez le pessimisme ambiant qui fait de l'Afrique, je dirais, la prochaine cible du coronavirus à grande échelle? Je ne suis pas un infectiologue ni un médecin, mais je peux seulement postuler. La crainte est justifiée par le fait de manquement de structures adéquates et hospitalières, en milieu hospitalier en Afrique. Quand on regarde les pays qui sont frappés, c'est qu'on a modélisé la Chine, qui est bien équipée, qui a été sérieusement frappée. La crise est arrivée en Europe, vieux continent, suffisamment préparé avec des hôpitaux et des structures hospitalières conséquentes, mais qui s'étaient retrouvés débordés. Alors on s'imagine en Afrique, quand on considère le nombre de lits que l'Afrique dispose par rapport à la population, sont vraiment tels que ça ne peut pas supporter s'il y a l'afflux de malades, les structures hospitalières africaines pourraient être débordées. Or, la crise ne frappe pas les pays et les continents de la même manière. Le modèle qui a été fait consiste à généraliser, à voir les chiffres et à prédire les conséquences. À voir la manière dont les choses se passent en Afrique, cette explosion exponentielle n'a pas été constatée jusque-là. On se demande, est-ce que c'est à cause de tests, le nombre de tests limités, ou l'Afrique résiste seulement? Parce que si c'était seulement le nombre de tests, on allait constater qu'il y a quand même beaucoup de décès, même hors milieu hospitalier. Ça ne se passe pas comme ça. C'est qu'on constate miraculeusement ou bien curieusement que l'Afrique, jusque-là, résiste mieux. Est-ce que parce que les Africains ont été exposés à beaucoup d'attaques virales comme le paludisme et d'autres maladies, qu'ils ont développé des anticorps appropriés? Je ne suis pas médecin pour le dire, mais jusque-là, sur le plan sanitaire, par rapport au nombre de morts et par rapport même aux structures hospitalières, l'Afrique semble résister. Il y a autre chose à noter, l'Afrique, en général, les pays africains sont habitués à ce genre de crise, des pandémies, à ce genre de crise. On a eu l'Ebola qui a été là, on a eu beaucoup de cas de maladies graves, des crises de paludisme graves, les HIV, SIDA qui étaient, et l'Afrique est habituée quand même à sa façon à juguler ce genre de crise avec les moyens dont elle dispose. Alors précisément, professeur, vous venez donc d'évoquer le fait que l'Afrique, peut-être à cause de ce passif en termes de résilience par rapport à de grandes épidémies, est peut-être, je dirais, mieux préparée, mieux aguerrie, en dépit du fait que ces structures sanitaires sont dans un état quasi déliquescent. Il y a une initiative qui a été prise récemment par l'Union européenne qui consiste à libérer environ 20 milliards de dollars ou d'euros, en tout cas c'est selon, pour pouvoir aider l'Afrique à faire face à cette pandémie. De la même manière, il y a la Banque africaine de développement qui a eu à mobiliser environ 10 milliards pour organiser également la riposte, et parallèlement à cela, on l'a su depuis quelques jours
maintenant, le président en exercice de l'Union africaine, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, a créé cette task force Covid avec 4 personnalités chargées de pouvoir précisément trouver les fonds pour aider l'Afrique à en sortir. Comment peut-on coordonner tous ces efforts? Et est-ce que, je dirais, ce trop-plein d'initiatives ne risque-t-il pas de finalement empêcher les Africains de pouvoir mieux s'organiser? Henri, si vous permettez, avant de parler des ripostes, j'aimerais préciser par quel mécanisme d'abord, quelles sont les conséquences des Covid et les conséquences économiques auxquelles la riposte cherche à adresser. Si vous permettez, j'aimerais un peu aborder les conséquences économiques de la maladie. C'est une crise sanitaire, d'abord, qui est en train de se transformer en crise économique et si on ne fait pas gaffe, peut devenir aussi une crise financière. Et la crise telle qu'elle est annoncée risque d'être vraiment d'une grandeur qu'on n'a jamais connue. Pourquoi? Parce que quand la maladie se déclarait, on l'a vu partout où elle passe, pas seulement elle attaque les côtés de production, les travailleurs sont malades, ça signifie qu'ils ne peuvent pas aller travailler. Quand vous ajoutez maintenant les mesures pour lutter contre la pandémie, la propagation de la maladie, les mesures de fermeture des frontières, les mesures des confinements, les mesures de distanciation sociale, on vous bloque. Ça signifie vous restez à la maison, vous n'allez pas travailler, les usines ferment, sont à l'arrêt. Ça, c'est le côté production. On a un choc au niveau de production, on ne sait pas produire. Deuxième conséquence, ce choc de production a perturbé les structures des chaînes globales de production mondiale. Parce qu'il y a eu des localisations qui fait que les chaînes globales de production à travers le monde s'étaient concentrées en Chine et dans des pays asiatiques qui fournissaient des produits intermédiaires en fait de produire les produits finis à travers le monde, que ce soit dans l'électronique, dans le véhicule, se retrouvent aussi perturbés par ces fermetures des frontières, l'arrêt des transports, les logistiques des transports sont aussi perturbées et à l'arrêt. Voilà, ça c'est du côté seulement de l'offre. Le deuxième choc se situe au niveau de la demande. Parce que pas seulement on ne produit pas, mais on vous dit de rester à la maison. Quand vous restez à la maison, vous changez vos habitudes de consommation. Vous réduisez la consommation, les magasins sont fermés, c'est que la demande aussi baisse. Et parce que la demande baisse et on reste longtemps à la maison, certaines entreprises perdent, parce qu'ils vont continuer à payer des gens sans des ressources, il y aura des problèmes, des ressources de trésorerie. Le monde moderne, les gens vivent avec des dettes. Les entreprises elles-mêmes empruntent auprès des banques qui risquent de se retrouver en faillite, les gens ne payant pas les banques peuvent aussi avoir des crises parce que les gens ne payaient pas. Alors ça peut faire une contagion globale et cela, on le voit partout parce qu'on applique les mêmes mécanismes. Voilà pourquoi l'économie souffre. Les chocs à la demande, les chocs à la production, au niveau de l'offre, et qui peut devenir choc financier. Voilà pourquoi tous ces pays essaient de voir comment résister. Les entreprises qui seront en difficulté vont chasser et licencier des fonctionnaires. Et là, maintenant, je reviens sur votre question, sur la riposte. Tous les pays à travers le monde essaient de réagir par des mécanismes classiques, à savoir des politiques monétaires, politiques fiscales et même des soutiens directs. Qu'est-ce qu'on assiste à un retour massif des rôles de l'État, l'intervention des rôles de l'État, des banques centrales. Avec quand même une difficulté parce que bon, on voit très bien que ici il s'agit de remettre au goût du jour les théories de Keynes. Et donc, cette intervention massive de l'État, ce rôle de l'État qui revient au premier plan, ne risque-t-il pas justement de creuser davantage du déficit et d'alourdir la dette? À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. L'alternative, ici le danger, les commerces est frappé, la réduction du commerce sera atteint autour de 30%, comme vous l'avez vu, l'impact sur la croissance, l'impact sur le commerce est affecté et l'impact sur les liquidités et les trésoreries des entreprises.
toute l'économie mondiale, toute l'économie moderne est organisée autour de flux d'argent. Quand il n'y a plus d'argent, quand l'argent ne circule plus, tout le monde souffre. Même l'économie informelle, pour le cas des pays africains, nous avons à peu près 20 à 25% qui travaillent dans l'informel. Quand ils sont confinés, quand les gens ne vont pas travailler, ils ne gagnent pas, ils vivent au jour le jour. C'est qu'ils ne gagnent plus ce revenu. Maintenant, l'argent massif, bien sûr, ça posera des problèmes d'endettement. Il y a certains pays qui n'ont plus de marge. C'est la plupart des cas des pays africains qui n'ont pas assez de marge, qui sont déjà endettés. Certains pays aussi des grandes puissances sont super endettés, mais ils ont des marges et leur économie étant très solide, ils peuvent facilement encore emprunter à des taux relativement bas pour fluidifier l'économie. Alors, à ce sujet, professeur, je vous interromps parce que là, nous sommes effectivement en train de parler des pays, notamment africains, mais vous savez très bien que très peu parmi eux sont effectivement intégrés dans le commerce mondial, puisque suffisamment tournés vers l'exportation. Comment faire pour que justement cette tendance puisse s'élargir à d'autres États qui, pour l'instant, n'ont peut-être pas les capacités pour le faire? Bon, cher Henri, l'Afrique, on a tendance à la considérer comme une, mais l'Afrique a beaucoup de caractéristiques. Elle est composée de 54 pays. Vous avez des pays complètement intégrés comme l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, pour ne citer que ce pays-là, qui sont bien intégrés dans l'économie mondiale. Ceux-là vont souffrir par la perturbation des chaînes de production globale de production. L'Afrique du Sud qui produit des véhicules, par exemple, risque de ne pas recevoir des produits semi-manufacturiers pour ensembler ces voitures facilement. Il y a un deuxième groupe de pays qui vont souffrir aussi, par exemple, qui souffrent déjà de blocage ou de l'arrêt du tourisme. Vous avez le Sénégal, vous avez l'Égypte, vous avez des pays de l'Afrique du Sud, vous avez le Kenya, Tanzanie, pour ne citer que ce peu de pays qui reçoivent Cap-Vert, qui reçoivent beaucoup en matière de tourisme, qui est à l'arrêt. L'aviation va souffrir complètement. Il y a un troisième groupe de pays qui sont producteurs de matières premières. Vous connaissez par exemple la situation de barils de pétrole qui a chuté d'une façon terrible. Ce n'est pas seulement le baril de pétrole qui a perdu presque la moitié des prix. Des pays comme le Nigeria, l'Angola, le Congo, le Gabon vont souffrir sérieusement. C'est qu'il y a en termes aussi de remittances, la diaspora africaine qui contribue beaucoup parce qu'elle est à l'arrêt, elle ne va plus envoyer beaucoup d'argent aux pays africains. Voilà comment l'Afrique sera atteinte par les flux commerciaux, par les flux directs de l'offre mondiale qui va baisser. Des pays comme le Congo qui est moins intégré dans les structures internationales, mais qui exportent, la plupart des pays africains exportent les matières premières vers des pays développés dont la demande, tous ces pays seront en récession, ce que leur demande, l'appétit à ces matières premières va diminuer, c'est que la plupart de ces pays vont souffrir. Voilà pourquoi il y a ce mécanisme de riposte, parce qu'on va revenir sur ça, je vais vous laisser orienter le débat, on va revenir certainement sur ça pour voir comment la réponse sera organisée. Alors, un des secteurs les plus touchés, vous l'avez évoqué il y a de cela quelques instants, évidemment, c'est le transport aérien. On estime à 252 milliards de dollars le manque à gagner pour les compagnies aériennes qui participent évidemment à la politique touristique de certains pays dont les ressources justement viennent essentiellement de ce secteur. Tout à l'heure, professeur, je vous avais aussi interpellé sur le fait qu'il y avait, au-delà des différentes initiatives qui ont été prises sur le continent africain, d'une part, cette task force qui a été créée par le président de l'exercice de l'Union africaine et qui est chargée de récolter les fonds pour organiser, je dirais, la riposte, mais aussi il y a l'initiative de la Banque africaine de développement pour justement mobiliser 10 milliards d'euros. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je voulais vous demander au fond comment est-ce que ces différentes initiatives ou ces différents efforts pouvaient être mutualisés pour rendre beaucoup plus efficiente la riposte africaine par rapport au coronavirus. Merci beaucoup pour revenir là-dessus, cher Henri. L'Afrique compte d'abord sur elle-même aussi. Ce n'est pas seulement mobiliser
et mendier l'aide internationale parce que la plupart de ces pays sont aussi frappés. Cette aide ne viendra pas à masse. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Tous ces pays chercheront d'abord à résoudre leurs problèmes. Voilà pourquoi les pays africains, à travers les institutions qui existent, cherchent déjà, ont mis en place, la Banque africaine de développement a mis un véhicule financier, a mobilisé 10 milliards qu'elle va mettre à la disposition de ce membre. C'est pas beaucoup d'argent par rapport à l'Afrique, mais quand on parle qu'il y a à peu près un besoin de 200 milliards, 10 milliards, ça fait quand même déjà presque 5% de ce montant. Oui, 10 milliards, ça fait déjà beaucoup d'argent quand même, 10%, 5% de ces montants, pour permettre, ne fût-ce qu'à s'atteler aux besoins urgents. Mais quels seront les critères d'éligibilité? Quels seront les critères d'éligibilité pour pouvoir accéder à ces financements-là? Et certains critères sont en train d'être étudiés ensemble avec des pays parce que personne, ce sont des véhicules nouveaux. Il y a d'accès aux facilitations, par exemple au fonds d'urgence. Au fonds d'urgence, là c'est le FMI qui finance déjà un groupe de pays qui a mis des fonds d'urgence. Pour la Banque africaine de développement, ces fonds vont permettre d'intervenir pour renforcer les secteurs privés, renforcer certains secteurs comme les transports qui souffrent, renforcer certains secteurs aussi. Ça, chaque pays doit soumettre son programme par rapport aux besoins et par rapport aux chocs qu'ils ont subis et l'argent sera distribué en fonction de cela. Qu'est-ce qui serait important? Parce qu'il y a par exemple, la banque import-export africaine aussi qui a mis une facilité de 3 milliards de dollars pour permettre de fluidifier la finance commerciale, afin que les banques utilisent les pays, continuent. Et ça, c'est un fonds qui sera alloué et qui peuvent emprunter les banques privées afin qu'ils puissent continuer. Les banques centrales des différents pays ont réduit, pour le cas de la RDC, parce qu'on est tous de la RDC, on va parler un peu de ça, ils ont réduit les taux directeurs comme pour permettre au moins aux banques commerciales d'emprunter à un taux moins coûteux afin de continuer à prêter. Maintenant, le task force qui a été mis en place par le président Ramaphosa de l'Afrique du Sud, c'est une bonne chose. Ça réunit quatre grandes personnalités afin de mobiliser, de sensibiliser pour mobiliser l'argent. Ils auront une tâche difficile parce que tout le monde est en train de chercher l'argent, mais on a suivi pas seulement mobiliser l'argent nouveau, il y a un aspect aussi diminuer la dette de l'Afrique. Les mécanismes qui est en train d'être mis en place pour permettre ne fût-ce qu'aider les fonds fiduciaires au niveau des FMI et Banque mondiale soulever pour qu'on puisse ne fût-ce que prendre en charge, ces fonds puissent prendre en charge la partie des intérêts et déclarer un moratoire pour le remboursement des principales va permettre aux différents pays de souffler un peu et d'utiliser cet argent pour... Alors précisément, vous avez anticipé précisément sur ma question suivante, puisque on l'a appris évidemment, le Fonds monétaire international a décidé un allègement, je pars sous votre contrôle, un allègement de la dette pour 25 pays africains, mais je voudrais qu'on soit bien précis sur les termes à utiliser. Professeur, s'agit-il d'un allègement ou d'un effacement? Et surtout, quelles en seront les modalités? Bon, il ne s'agit pas d'effacement de la dette. Et ces institutions ne parlent pas souvent d'effacement de la dette pour ne pas donner la prime à la malgouvernance. Parce que si ces pays s'étaient endettés, il y avait une raison. Quand on s'endette bien, on peut toujours rembourser. Il s'agit d'un allègement de la dette, surtout sur la partie des intérêts de la dette. Parce que la plupart de ces pays ont accumulé des dettes, dont pour l'ensemble des pays africains, l'intérêt, les montants consacrés au remboursement seulement des intérêts avoisine les 60 milliards de dollars par an. C'est beaucoup d'argent. Si ces fonds fiduciaires peuvent ne fût-ce que prendre en compte cela, ces montants, l'équivalent de 60 milliards, au lieu d'aller à la dette, peut servir à lutter contre la riposte au niveau national de ce pays. Il s'agit d'un allègement et non d'un effacement de la dette. Alors donc, ça veut dire que les pays bénéficiaires ne doivent pas considérer cela comme étant un effacement, mais comme un moyen pour eux de redéployer les moyens qu'ils mettent pour la riposte, d'être effectivement
mobilisés, professeur. Oui, c'est ça. Ça signifie quoi? C'est comme quand on a parlé de l'initiative des pays fortement endettés. Il n'y avait pas de fonds nouveaux, sauf le montant qui aurait pu être consacré à rembourser la dette est consacré aux activités pro-pauvres. Ici, ça sera la partie qui aurait pu être consacrée à rembourser les intérêts de la dette que le pays doit générer, continuer à générer ces fonds, parce qu'il n'y a pas un fonds nouveau. C'est ça que l'Afrique doit faire attention. Il n'y a pas un fonds nouveau. Il y aura les fonds fiduciaires. Il faut qu'ils négocient très bien, parce qu'ils négocient très bien, on peut carrément arriver peut-être à l'effacement des intérêts. Hein. Si on peut arriver à l'effacement de tous ces intérêts, là, il y aura une additionnalité des fonds nouveaux que certains pays pourraient bénéficier et au lieu que ces montants-là soient payés aux propriétaires d'argent. Mais comme vous le savez, il y a des dettes concessionnelles, il y a des dettes privées. Les privés facilement n'acceptent pas d'effacer leurs dettes. Les dettes bilatérales peuvent être effacées par les grandes puissances et les dettes multilatérales aussi au niveau de ces institutions comme le FMI, la Banque mondiale, je crois peuvent être effacées. Parce que le problème en Afrique, les taux d'emprunt est très élevé. Tous les pays n'empruntent pas au même taux. Les autres sont en train d'avoir l'argent presque au taux zéro. L'Afrique empruntera l'argent à un taux toujours supérieur à cause des risques divers. Et là, les pays et les institutions comme la Banque africaine de développement et la Banque d'import-export peuvent se porter garant pour que l'Afrique puisse emprunter à des taux faibles sur le marché. Alors, précisément, il y a un autre débat toujours en rapport avec la constitution de cette task force de l'Union africaine, c'est que il y a eu des critiques comme quoi l'Afrique du Nord n'était pas associée à la démarche. C'est d'ailleurs le sens de la rencontre qui a eu lieu, ou en tout cas du contact qui a eu lieu entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et notamment le président Alassane Ouattara pour justement faire en sorte que dans cet effort collectif que l'on espère voir sur le continent africain, eh bien toutes les sous-régions du continent soient concernées ou associées à la démarche. Est-ce que selon vous, c'était une erreur de ne pas associer directement l'Afrique du Nord? Bon, je ne vais pas parler d'erreur. Je crois la crise État globale, il importe. La dynamique est différente au niveau de l'Afrique. L'Afrique n'est pas homogène. Et les réalités de l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Centre et de l'Afrique du Sud sont différentes. Et je crois qu'il importe et il importait de doter. Il y a aussi des personnalités de grandes valeurs au niveau de l'Afrique du Nord, tout comme au niveau de l'Afrique centrale aussi qui n'est pas représentée parmi. Je crois le président Ramaphosa pourrait corriger cela en élargissant le nombre des experts. On peut trouver facilement des personnalités et des grandes personnalités en Amérique et en Afrique du Nord et des grandes personnalités en Afrique centrale pour intégrer cela. Il y a des problèmes aussi linguistiques. Nous savons, par exemple, il n'y a personne qui parle arabe parmi les 4 personnes qui sont là. L'argent se trouve dans les pays arabes. Il faut trouver quelqu'un qui peut leur parler dans la langue et qu'ils comprennent facilement que d'avoir, bien sûr, tout le monde, les Moyen-Orient parlent l'anglais. Parmi ces 4 personnalités, tous parlent l'anglais, mais je crois qu'il y a lieu de saisir ces sensibilités-là. On connaît les querelles de leadership entre le Maroc et l'Afrique du Sud, entre les grandes puissances en Afrique. Il faudrait éviter que cela joue à ce moment précis. L'Afrique a besoin de l'unité nécessaire de tous ses voyants fils et filles pour mobiliser et sensibiliser pour la mobilisation des fonds.